Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme VetinWeb pour cette webconf qui est destinée à l'alimentation du cheval. C'est comment prendre soin de son cheval grâce à l'alimentation. Cécile Bras, qui est ingénieure agronomique spécialisée en nutrition, va vous parler effectivement de ce sujet crucial pour la bonne santé de l'animal. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à utiliser le petit onglet en bas à droite de votre écran intitulé tout banalement questions, sur lequel vous posez vos questions par écrit. Elle se fera un plaisir d'y répondre à la fin de cette conférence. Je me présente, j'aurais dû le faire dès le départ, Jean-Jacques Dens, je suis président du groupe VetinWeb et je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Cécile. À toi. C'est gentil, merci. Donc bonsoir à tous. Encore une fois, merci de prendre le temps pour assister à cette conférence. Donc comme ça a été dit, on va aujourd'hui parler de l'alimentation du cheval et on va dire qu'on va le prendre au sens un peu large, c'est-à-dire que évidemment qu'on va parler aliments, alimentation, physiologie, mais aussi un peu tout ce qui entoure, on va dire la nutrition, c'est-à-dire j'y reviendrai, hein, mais les notions de poids, les notions de comment on réalise une ration, et puis on terminera par une petite partie sur un petit peu plus, et une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait en alimentation. Donc, comme ça a été dit, hein, n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions. Ça va être pas forcément évident de s'arrêter pendant la présentation, mais vraiment on reviendra après. Faut vraiment pas hésiter s'il y a des questions pour qu'on puisse échanger à la fin. Donc, pour commencer, je me présente, ça a été évidemment fait, mais voilà, pour vous présenter un petit peu pourquoi on va parler sur ce sujet-là et comment j'y suis venue. J'ai donc une formation d'ingénieur agronome, donc j'ai travaillé un peu sur toutes les espèces, on va dire, d'animaux d'élevage, et puis je me suis formée sur la nutrition équine. Et puis, je suis depuis presque 5 ans maintenant au sein des laboratoires Haute-Var, où je fais donc à la fois de l'alimentation pure, c'est-à-dire un peu de calcul de ration, du conseil en alimentation à des professionnels, des formations comme on fait ce soir. Et puis, je rédige aussi du contenu scientifique sur nos réseaux sociaux, le site internet, la presse. Et on va dire que là, j'ouvre un petit peu plus, et vous le verrez, hein, on l'abordera dans la dernière partie, sur la santé du cheval un peu plus générale, évidemment avec toujours un lien avec l'alimentation. On verra qu'on peut parler de santé en liant ça à l'alimentation. Donc, comme je vous l'ai dit, ce soir, on va parler de la globalité de l'alimentation, c'est-à-dire la digestion du cheval pour la comprendre et mieux comprendre les grands principes alimentaires. On ne peut pas parler d'alimentation sans parler de poids et d'état corporel du cheval. On fera un point un petit peu sur les différents aliments, sur comment on réfléchit une ration. Et puis, comme je vous l'ai dit, on terminera avec un peu ce côté et après, une fois qu'on a fait un petit peu ce qu'on pouvait en alimentation, quel levier vous allez avoir et quel lien avec la santé plus globale du cheval vous pouvez avoir. Donc, on va tout de suite commencer avec un petit peu des rappels sur la digestion du cheval. Donc, dans les rappels, ça va être en fait reprendre un petit peu toute la physiologie digestive pour comprendre un peu les grands principes. Donc, lorsqu'on parle alors, on me dit, j'ai reçu un message qu'il n'y a rien sur l'écran. Est-ce que vous voyez la présentation ? Vous pouvez éventuellement... Oui, les gens voient. D'accord, voilà, je voulais être certaine. A priori, vous voyez bien l'écran. Ok, super. Donc sur cette digestion, on va s'intéresser à, on va dire, 4 grandes zones liées au système digestif du cheval, qu'on va détailler juste après. C'est-à-dire, on va avoir toute la partie, la bouche et l'œsophage, qui représentent à peu près 2% de ce système digestif-là. Ensuite, l'estomac. L'estomac, 8% du système digestif. Alors, en volume, c'est 8 à 15 litres. Donc, alors ça peut paraître énorme comme ça, mais par rapport à tout le système digestif, c'est tout petit. 8 à 15 litres, c'est à peu près le seau avec lequel vous nourrissez les chevaux. Vous voyez que c'est pas très grand. On va voir surtout en comparaison des autres compartiments.
Ensuite, notre intestin grêle, là on passe déjà à 30%, 50 litres. Là on est en volume à peu près l'évier de cuisine que vous avez. Et puis on termine par l'intestin, le gros intestin, qui est vraiment la grosse partie chez le cheval. 60% de ce tube digestif-là, 110 litres, c'est une petite baignoire. Donc vraiment un gros volume. Donc en fait, on va voir que ces différences de volume sont liées aux caractéristiques et on va dire à l'utilisation dans la digestion du cheval. Donc on va les regarder un petit peu tous pour faire le point, on va dire anatomique, physiologique de l'élément, et puis les grands principes alimentaires qui sont liés. Comme ça permet de, voilà, on parle de certains éléments, du fourrage, de l'amidon, etc., de les lier aussi directement avec les caractéristiques, on va dire, de ces organes-là. Donc on va commencer. Donc le premier, c'est voilà, bouche, œsophage. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le cheval va prendre son aliment. L'aliment chez le cheval est très souvent assez sec, on va dire à l'exception de l'herbe. Donc comme chez nous, il va y avoir une production de salive qui va être assez importante et qui va aussi différer en fonction des aliments, c'est-à-dire que un aliment plutôt fibreux type foin, on peut aller pour 1 kilo manger jusqu'à 4 litres de salive produite, là où par exemple sur un concentré, on va plutôt être sur 1 litre. Donc, on va voir que ça va avoir potentiellement des répercussions sur la suite, d'où en fait nos bonnes pratiques qui vont en découler. On considère qu'il faut à peu près 50% de fourrage dans la ration au minimum. Je parle même pas là vraiment, on va dire en pourcentage, on reparlera des quantités après. Parce qu'en fait, ce fourrage va vraiment préparer tout le système digestif à la digestion, notamment lié à cette salivation et l'importance de la salivation. Parce que dans la salive, je n'ai pas précisé, mais il y a plein de molécules. Et parmi ces molécules-là, on en a certaines qui vont aller se fixer un petit peu sur des récepteurs, qui vont activer tous les mouvements au niveau notamment des intestins pour faire avancer le bol alimentaire du cheval. Donc, ça va être essentiel dans la digestion. La salivation, on l'a vu, ça permet d'humidifier les aliments et ça va permettre aussi, les fourrages, de favoriser notre vidange au niveau de l'estomac. On en reviendra sur l'estomac, mais globalement, l'estomac, quand il est plein, il va se vider. Donc, les fourrages prennent un peu cette place-là et on verra également que entre l'estomac et l'intestin, ce n'est pas forcément les mêmes aliments qui sont digérés. Ce qui est important aussi dans les bonnes pratiques alimentaires, c'est de regarder un peu le volume des repas. Et en fait, on considère que quand il y a un trop gros repas, trop important en volume, ça va entraîner une moins bonne mastication. C'est exactement comme chez nous. Si vous prenez une énorme bouchée d'aliments, ça va être compliqué de mastiquer et on va potentiellement avaler, ou le cheval, ça sera pareil, il va avaler en n'ayant pas bien humidifié tous ces aliments-là. Et si c'est mal humidifié, on prend des risques d'avoir des risques de bouchons œsophagiens, par exemple, au niveau de l'œsophage, ce qui peut évidemment être problématique. Dans la même idée, c'est important que le cheval ait de l'eau à volonté. Là encore, on peut faire exactement le même parallèle qu'avec nous. Quand on a soif, on ne va pas bien saliver. Et qui dit mauvaise salivation, encore une fois, pas une bonne humidification des aliments. Et donc, encore une fois, un risque de bouchon. Et enfin, le dernier rôle qu'on peut aussi avoir et l'importance qu'on a au niveau de la bouche, c'est cette table dentaire, donc les dents du cheval, qui, je pense, vous le savez, poussent tout au long de la vie du cheval. Et en fait, le fourrage est plus usant que le grain. Alors, c'est pas usant dans un terme négatif, c'est plutôt un terme positif, c'est-à-dire que ça va permettre de, entre guillemets, limer naturellement les dents du cheval. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en revient encore une fois à nos fourrages. Ils sont essentiels pour entretenir la table dentaire du cheval. Et on voit souvent plus de problèmes dentaires chez des chevaux qui ont des rations très riches en concentré et assez pauvres en fourrage que inversement. Alors, évidemment, il y a des individualités qui rentrent en compte. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de la bouche. On va dire que c'est pas un organe au sens propre et surtout très complexe, mais voilà, ça permet d'avoir une bonne première idée de ce qui se passe. Si on continue, donc on passe à l'estomac. Donc je vous dis, l'estomac du cheval qui est pas très très gros. Et si on regarde un peu sur ces grandes caractéristiques, ça va être un milieu qui est très acide au niveau de l'estomac. Et cet estomac, il est en deux parties. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie basse qui va avoir une muqueuse assez protectrice, c'est-à-dire qui la protège de l'acidité, de choses comme ça, et une partie haute qui est, pour le coup, non protégée et beaucoup plus sensible.
On y reviendra, mais ça peut entraîner des problématiques. Au niveau de cet estomac, on a une digestion qui est dite enzymatique, c'est-à-dire que c'est des enzymes, des molécules qui vont commencer à digérer les aliments, et c'est une digestion enzymatique uniquement des concentrés. On n'a pas de digestion du fourrage à ce niveau-là. Et on n'a pas non plus d'absorption des nutriments, c'est-à-dire que le cheval ne valorise pas encore sa ration à ce niveau-là. Donc, quelles vont être un peu les grandes pratiques au niveau de l'estomac pour prendre soin de cet estomac-là? On retrouve, vous allez voir, on va retrouver un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire on évite les repas trop volumineux. Pourquoi? Parce qu'un gros repas va rester longtemps dans l'estomac. Vous allez me dire, c'est plutôt bien, s'il reste longtemps, c'est qu'il va être bien digéré. Sauf que ce qu'il faut voir, on l'a dit, c'est plutôt du grain qui est ici. Le grain, il va peser lourd. Donc, ça peut être inconfortable pour le cheval. En plus de ça, c'est un peu toujours l'image que je prends avec un ballon de baudruche. Si vous mettez du sable ou même des granulés dedans, vous mettez de l'eau, le niveau va avoir tendance à monter. Et on l'a dit, la partie basse de l'estomac est relativement bien protégée. Mais si le niveau atteint la partie plutôt haute qui n'est pas très bien protégée, là, on peut avoir des problématiques où on va dire que la paroi de l'estomac est un petit peu agressée, attaquée, et ça va, on va dire, du simple inconfort gastrique pour le cheval jusqu'à des problématiques, par exemple, d'ulcères. Donc, c'est pour ça que... Alors, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'entend plus. Est-ce que les autres, vous entendez toujours ? Alors, a priori, ça entend. Donc, c'est que ça doit quand même fonctionner. N'hésitez pas, hein, si ça pose problème, peut-être c'est le son ou... Ok, bon, ça a l'air de bien entendre. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez éventuellement vous déconnecter et revenir. Peut-être que ça peut aider. Sur les autres bonnes pratiques, on va parler évidemment de l'amidon, parce qu'on entend beaucoup parler de l'amidon et des conséquences de l'amidon, de dire que c'est responsable des ulcères, etc. C'est plus ou moins vrai quand même. C'est-à-dire qu'on va chercher à limiter les quantités d'amidon, et notamment par repas. Donc, on estime qu'il faut moins de 100 grammes d'amidon par 100 kg de poids du cheval par repas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet amidon, il est contenu dans les granulés et au niveau de l'estomac, il va commencer à être digéré. Et quand il va être digéré, il va être, on va dire, séparé en plusieurs molécules, dont de l'acide. Donc, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais l'estomac en permanence produit de l'acide. Et là, vous mettez encore plus d'acide. Donc, on voit bien, l'acide, il faut l'imaginer comme du jus de citron. C'est exactement ça. Donc, si ça arrive sur les parties de l'estomac qui ne sont, entre guillemets, pas protégées, vous imaginez un petit peu mettre du jus de citron sur une plaie. Et vous allez voir, ça pique, ça érode, etc. Donc, sur des chevaux qui ont déjà des sensibilités gastriques, ou même pas, mais ça peut conduire à ces sensibilités gastriques-là. C'est pour ça qu'on conseille plutôt de limiter la quantité d'amidon. Et puis, le dernier élément, c'est de dire plutôt le fourrage avant les grains. Alors le fourrage, non. Le fourrage après. Avant les grains, non, c'est bien ça. C'est toujours la complexité, c'est dire on le met avant les grains parce que je vous ai dit, le fourrage prend quand même beaucoup de place. Vous voyez, hein, mettre du foin, ça prend un volume très important. Et en fait, si on met ce fourrage après les grains, je vous l'ai expliqué, l'estomac, quand il est plein, il se vide. Donc, si on met le repas de granulés et qu'ensuite on apporte du fourrage, on va remplir l'estomac et l'estomac va se vider extrêmement vite sans qu'on ait le temps d'avoir cette digestion, ce début en tout cas de digestion des granulés. Donc, ça va occasionner, on va le voir, des problèmes sur la suite, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'aliment qui n'est pas bien prédigéré. Si on avait mis et qu'on avait cette acidité qui était un peu importante, on va emmener de l'acidité au niveau notamment de l'intestin grêle. Et puis, ce qui est intéressant dans cette notion-là, le fourrage avant les grains, parce qu'on a toujours éventuellement la problématique de dire le cheval, il est au fond à volonté ou les choses comme ça, ou la journée, il a en tout cas beaucoup de fourrage. C'est aussi pour le matin. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, l'estomac produit de l'acide en continu, notamment la nuit, c'est-à-dire que même si le cheval ne mange pas pendant la nuit, et en fait on conseille aussi de dire on met le fourrage si possible avant le premier repas du matin pour éviter d'avoir un estomac vide sur lequel va arriver du granulé avec potentiellement de l'amidon qui va conduire à plus d'acidité. Donc voilà un petit peu sur l'estomac. Si on prend ensuite notre intestin grêle,
Donc, ici, on a toujours une digestion qui est dite enzymatique, donc où c'est des molécules qui fonctionnent. Mais cette fois-ci, on n'est plus dans un environnement avec un pH relativement acide, on est plutôt dans un pH basique. Et ce que je n'ai pas précisé sur les enzymes, c'est qu'elles fonctionnent généralement dans des milieux un petit peu donnés. Donc, si on n'est plus dans un milieu basique, potentiellement, les enzymes de l'intestin grêle ne vont pas bien fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on va voir que les bonnes pratiques sont liées à ce fonctionnement-là. Alors, sans surprise, hein, on retrouve les mêmes, les repas volumineux. Alors, le repas volumineux, alors on l'a dit, le gros repas, il reste longtemps dans l'estomac, et le gros repas, au moment où il arrive dans l'intestin grêle, il va bouger moins bien. Alors, moins bien dans le sens un peu moins vite. Ce qu'il faut imaginer dans l'intestin grêle, dans le gros intestin, c'est le même principe. Il faut imaginer un peu une machine à laver où vraiment les aliments en digestion sont vraiment mélangés et ils vont d'avant en arrière, ils sont mélangés sur les côtés, etc. Donc, en fait, un gros repas, ça va moins bien bouger. Et le problème de moins bien bouger, c'est exactement l'exemple de cette machine à laver là, une machine à laver qui est extrêmement bien remplie. Ça va pas bien laver le linge en globalité. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Des repas très volumineux, on va pas avoir une bonne digestion. Et donc, ça va poser des problèmes parce que c'est vraiment, entre guillemets, l'un des derniers lieux où on peut vraiment digérer le granulé et commencer à en tirer profit. Donc, en fait, si ça continue à notamment aller dans le gros intestin, là, on va avoir des problèmes d'impaction ou de choses comme ça. Donc, ce qui explique un peu éviter ces gros repas-là. Et sur l'amidon, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que des granulés, il y a pas mal d'études qui ont été faites, et en fait des concentrés qui ne sont pas trop riches en amidon ou des petits repas, c'est lié, on va avoir un transit plus rapide. Encore une fois, transit plus rapide dans le sens, ça va mieux bouger dans l'intestin grêle, c'est pas juste que ça va passer très vite l'intestin grêle, c'est juste que ça va bien être digéré à cet endroit-là. Et puis, on l'a dit, si on met beaucoup d'amidon au niveau de l'estomac, on met de l'amidon, on va avoir une production très importante d'acide et le, entre guillemets, liquide qu'on va avoir dans l'estomac, quand l'estomac va se vider, ça va passer aussi dans l'intestin grêle. Et donc, si on met quelque chose de très acide dans un milieu qui est plutôt basique, ben, on va avoir tendance à l'acidifier et donc les enzymes, la digestion ici va moins bien se faire et là aussi, on prend le risque d'avoir des bouchons et des choses comme ça, d'autant plus que faut pas oublier que le cheval a potentiellement mangé aussi un peu de fourrage, des fibres, etc., qui se retrouvent aussi au niveau de cet intestin grêle-là. Et donc, un mélange d'une espèce de pâte avec le concentré, plus les fibres de fourrage qui sont pas encore bien digérées, entre guillemets, ça aide bien pour faire des bouchons. Donc, voilà pourquoi, encore une fois, on essaye de limiter les quantités d'amidon. Puis notre dernière partie, c'est donc ce gros intestin. Et cette fois-ci, on change de digestion. C'est-à-dire que jusque-là, on était digestion, je vous ai dit, enzymatique, donc des enzymes qui travaillent. Et cette fois-ci, on passe à une digestion bactérienne. C'est-à-dire que c'est des bactéries, c'est, on va dire, le microbiote intestinal qui va aider et qui va participer à la digestion, notamment de nos fourrages, qui sont digérés et valorisés à ce moment-là. Et on termine évidemment la digestion des granulés avec là l'absorption maximale des glucoses, acides aminés, des acides gras, tous nos minéraux, oligo-éléments, et puis l'eau. C'est-à-dire que c'est au niveau de ce gros intestin-là que le cheval, on va dire, s'hydrate ou se réhydrate, c'est-à-dire toute l'eau qu'il a mis avec sa salive ou l'eau contenue dans les aliments, c'est là qu'il va vraiment en tirer profit. Et cette flore, on en rediscutera un petit peu sur la fin, mais elle est fragile. Elle vit pareil dans un milieu qui est très particulier. Et en fait, si on change cette flore d'habitat, on va avoir une moins bonne flore, moins efficace. L'exemple que je donne un petit peu toujours, c'est de dire, vous imaginez que vous êtes à Hawaï et que vous ramassez des noix de coco. Vous êtes un groupe de 10 personnes. Donc à Hawaï, vous travaillez, il fait beau, il y a du soleil, on est en short, t-shirt, etc. Et puis, on prend ce groupe de 10 personnes et on les emmène en Sibérie. Et on imagine qu'en Sibérie, il y a des cocotiers pour ramasser des noix de coco. Mais ces personnes-là, on les laisse dans leur, entre guillemets, tenue Isden, ils sont en short, t-shirt. Et ce qui se passe, c'est que sur ces 10 personnes, on va peut-être en avoir 2 qui vont être gelées. Donc, ces 2-là appartiennent plus au groupe, peuvent plus travailler. On en a qui vont refuser de travailler parce qu'il fait extrêmement froid, donc elles vont juste tout faire pour survivre, mais vont pas pouvoir ramasser les noix de coco. Et puis, on en a peut-être qui vont accepter de travailler, mais en faisant ça, elles vont peut-être se blesser. Dans tous les cas, vont être moins efficaces.
Ensuite, on reprend ce groupe-là qui a travaillé, on a entre guillemets affaibli, et on le remet éventuellement dans le milieu dans lequel il était bien à la base, c'est-à-dire Hawaï, la chaleur, etc. Sauf que on en a perdu 2. Donc déjà, au lieu d'avoir 10 personnes qui ramassent des noix de coco, on n'en a plus que 8. Et peut-être que dans les 2 qu'on a perdus, il y en a un qui était spécialiste pour monter tout en haut de l'arbre. Donc peut-être qu'on n'en a plus. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus monter tout en haut des cocotiers. Donc on est moins efficace à ramasser des noix de coco. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec la flore. C'est que si la flore, on perd une espèce qui a un rôle bien précis et qu'elle n'est plus là, il ne va plus pouvoir faire ce rôle-là. Et en plus de ça, généralement, la flore, elle est constituée, je vous l'ai dit, de plein d'éléments, on va dire des bactéries, des levures, etc., qui sont bonnes pour le cheval, efficaces, qui ont un rôle, mais il y a aussi, entre guillemets, des mauvaises bactéries qui, à un certain seuil, ne posent aucun problème, mais si on perd des bonnes bactéries, ça va laisser la place à ces mauvaises bactéries, et donc, en fait, on rentre dans un cercle vicieux où vraiment, on parle d'un microbiote qui est perturbé, et derrière, ça pose des problèmes de digestion, des problèmes d'immunité, parce que la flore est très impliquée dans l'immunité du cheval. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de cette flore et lui apporter tout ce qui va permettre qu'elle soit en bonne santé, on va dire. Donc on retrouve l'amidon, limiter les quantités d'amidon. Là, on reprend tout du début, parce que sinon ça acidifie trop au niveau de l'estomac, problématique au niveau de l'intestin grêle, même problématique au niveau du gros intestin. La quantité de fourrage qui est essentielle parce que c'est ici que le fourrage va être digéré. Et je vous l'ai dit au début, le gros intestin, c'est 60% du tube digestif. En fait, c'est la preuve que le cheval, il doit utiliser cette grosse machine qu'est le gros intestin. Et le gros intestin, il est spécialiste dans la digestion des fourrages. Donc, le cheval est vraiment fait pour valoriser ce fourrage-là et pour produire de l'énergie à partir de ces fourrages. Notamment, les fourrages, il va produire ce qu'on appelle des acides gras volatiles, qui est une forme d'énergie qui va servir au cheval et à faire fonctionner tout son organisme. Donc c'est pour ça vraiment qu'il faut une quantité de fourrage assez importante. Et le dernier point sur lequel j'insiste là-dessus, c'est la qualité des fourrages, et notamment parfois la paille est utilisée en aliment. En fait, il faut faire attention parce que la paille, le cheval ne la digère pas très bien. Alors, ça va dépendre des races plus rustiques comme les poneys ont plus de facilité pour digérer la paille, mais en tout cas, il faut essayer de limiter au maximum pour que la paille fasse partie de l'alimentation en soi du cheval. Donc voilà un petit peu sur cette partie, on va dire, physiologie digestive du cheval. Je vous l'ai dit, on parle de physiologie, on parle d'alimentation, mais en fait, il faut parler aussi de la notion de poids et d'état corporel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'état corporel des chevaux? Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on l'observe? Alors, il y a plusieurs façons. Là, j'ai pris, on va dire, la méthode française basique. Si vous regardez sur Internet, vous pouvez trouver d'autres façons de l'évaluer. Mais ça part toujours, on va dire, par le même principe. Donc, l'objectif, c'est de regarder le cheval, mais aussi de palper des zones où, normalement, on a plus ou moins de dépôts de gras. Donc, les zones qu'on fait le plus classiquement, en France en tout cas, ça va être le chignon, donc au niveau de l'encolure, le garrot, l'arrière de l'épaule, les côtes du cheval et son attache de queue. Et en fait, en regardant ces éléments-là, en regardant comment le gras, s'il y a du gras, combien, etc., va nous permettre de donner un état corporel du cheval. Donc, pourquoi le faire? Ça va permettre éventuellement d'ajuster des apports alimentaires en fonction des besoins du cheval, mais ça va aussi vous permettre de faire un suivi du cheval, d'objectiver un petit peu des sensations que vous pouvez avoir, ou de dire, voilà, le jour où j'ai mon cheval, je le trouve en super forme, il est très performant en concours, ça permet de se dire, il est dans cet état corporel-là, c'est l'état corporel qui potentiellement lui va bien, et c'est de se dire, le jour où il va un peu moins bien, tiens, oui, c'est vrai que je vois un petit peu plus ses côtes, ou alors, oui, sa queue, je la vois presque plus. Donc, ça peut vous permettre de faire un suivi vous-même, ou avec votre vétérinaire, c'est l'occasion, quand on fait les vaccins, de faire un petit point sur l'état corporel du cheval. Et quand, alors là, ça va dépendre de vos besoins, du suivi que vous avez, etc. Là, c'est des exemples pour les chevaux à l'élevage, pour les chevaux au travail, ça peut être fait tous les mois, ça peut être fait moins régulièrement en fonction de ce que vous cherchez à suivre. Et donc, je vous l'ai dit, on va avoir différentes zones qu'on va suivre. Et en fait, cette note d'état corporel va nous permettre de classifier un peu les chevaux et on va essayer de se rapprocher d'un optimal qui est généralement compris entre 2,5 et 3,5. Alors, je reviendrai tout à l'heure
pour certains chevaux, pour certaines problématiques, on peut modifier un peu cet état corporel. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux, peut-être que c'est une note d'état corporel de 2 qui leur ira plus parce que ils ont certaines pathologies qui font qu'ils ne doivent pas être trop gros. On verra qu'il y a un lien évidemment entre état corporel et poids. Mais en gros, avec des chevaux qui ont une note d'état corporel trop faible, ça veut dire qu'on a potentiellement une grosse fonte de muscles, donc une baisse des performances sportives ou de la reproduction. C'est des chevaux qui vont pas être faciles à mettre à la reproduction. Et chez par exemple des juments qui sont gestantes, ça peut entraîner des carences ou des ralentissements au niveau de la croissance du poulain. À l'inverse, des chevaux qui vont être entre guillemets trop gros et surtout qui vont avoir un état corporel trop important, c'est-à-dire beaucoup de gras répartis sur leur corps, c'est des problèmes d'arthrose, parce que il va y avoir du poids sur les articulations, des problèmes de tendinite, des problèmes évidemment reproducteurs. Au niveau sportif, ça va être compliqué, etc. Et en prenant de l'âge, l'augmentation de risques et de problèmes métaboliques, de la fourbure, du syndrome métabolique, du Cushing, etc. Donc c'est pour ça qu'on c'est important aussi de regarder un petit peu comment le gras est mis. On en reviendra parce qu'il y a certaines races, il y a certains indicateurs qui ne sont pas forcément très parlants. Donc ça, vous pouvez retrouver sur Internet sans souci les grilles de notation avec un peu ce qu'il faut regarder et comment on donne les notes. Et vous trouverez aussi comment avoir la note parce qu'en fait, chaque zone que vous allez regarder n'a pas forcément le même pourcentage et la même importance dans la note. Donc voilà, je vous encourage sur l'IFCE et c'est très bien fait. Ils ont tout un article là-dessus. Ces éléments viennent de chez eux. Il y a d'autres méthodes. Il y a des méthodes où c'est noté sur 9 et on regarde d'autres, pas exactement les mêmes zones, mais voilà, ça permet quand même de se donner une bonne idée. Et ensuite, en plus de cette notation d'état corporel, il y a l'importance aussi du poids. Les deux peuvent être associés ensemble. Alors, encore une fois, le poids, comment on peut lire le poids? Alors, il y a plein de façons. Si vous avez de la chance, vous êtes dans une structure où vous avez une balance. Dans ce cas-là, c'est extrêmement simple dans le sens où on lit directement le poids du cheval. Mais si vous n'avez pas de balance, vous pouvez tout à fait estimer le poids du cheval. Alors, ça va être utile, on l'a dit, pour le suivi, mais ça peut être utile pour, par exemple, le moment où vous allez vermifuger votre cheval, pour connaître à peu près son poids, pour lui donner la bonne dose. Donc, si vous n'avez pas de balance, vous avez deux possibilités. C'est d'utiliser un ruban. Alors, c'est pareil. Ou vous avez la chance d'avoir un ruban barométrique. C'est un ruban sur lequel vous avez directement le poids qui est noté. Et en fait, comme on le voit sur la photo, le ruban, il se met au niveau du passage de sangle et sur le garrot. En fait, on fait le tour du périmètre thoracique du cheval. Et là, vous allez lire directement le poids. Et dans le cas où vous n'auriez pas de ruban barométrique, là, vous pouvez prendre un ruban assez classique de couture. Et en ayant le périmètre thoracique, vous pouvez estimer le poids. Donc là, je vous ai mis une des équations. C'est pareil, il y a plusieurs équations qui existent. À vous de voir s'il y en a une avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Mais là, par exemple, c'est le périmètre thoracique du cheval mesuré en mètres qu'on met au cube multiplié par 80. Et ça nous donne une estimation à, on va dire, plus ou moins 25 kg du poids du cheval. C'est pas parfait, c'est pas aussi précis, on va dire, qu'une balance, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Et je vous encourage à essayer de faire ça parce qu'on est souvent surpris par le poids de son cheval. On n'imagine pas forcément qu'il est si gros ou si c'est pas maigre, mais le poids, voilà, c'est assez intéressant d'avoir ça. Donc, pourquoi on va le faire? Encore une fois, l'ajustement des apports alimentaires si besoin, et encore une fois, faire un suivi du cheval, et on va pouvoir entrer cette notion de poids de forme, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de dire le jour où mon cheval est en pleine forme, vraiment je le sens bien, c'est dire, je connais son poids à ce moment-là, je connais son état corporel, et je vais vraiment pouvoir rechercher en permanence cet état-là. Et à l'inverse, me dire, tiens, mon cheval, il a un peu pris, ou mon cheval, il a un peu perdu, peut-être que il faut que j'aille chercher le poids dans lequel il est mieux. Sachant que ce poids de forme-là peut bouger au cours de la vie du cheval en fonction de vos objectifs, etc. Pourquoi je parle de poids de forme? Là, c'est un exemple avec une jument qu'on a. C'est une jument qu'on a récupérée qui avait pouliné, était extrêmement maigre. Donc, on l'a retrouvée, comme elle est à gauche, elle faisait 601 kg. Donc, on a cherché à faire reprendre un peu du poids à cette jument-là. Et on est passé un petit peu par plusieurs états. On est passé par l'étape que vous avez
la photo du bas de 626 kg ici. À ce moment-là, la jument n'était pas encore mise au travail. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle a un ventre assez pendulaire, qui laisse entendre pas mal de gras. On a tout à droite à un moment où voilà, l'alimentation a été trop par rapport à ses besoins. On est passé, la jument faisait 666 kilos. Donc là, elle était beaucoup plus grosse, beaucoup de gras, etc. Et en combinant, quand elle a repris le travail, quand on l'a remise voilà, à faire des concours, etc., il s'est avéré que son poids de forme, c'était ces 626 kilos-là, mais évidemment musclé, et travailler. Donc, c'est là où l'association poids et note d'état corporel est hyper intéressante. C'est de se dire, vous voyez, pour le même poids, 626 kilos, on a quand même 2 photos et 2 profils de la jument qui sont pas les mêmes. Alors, vous allez me dire, il y en a une, elle a la tête baissée, l'autre, elle a la tête en l'air, évidemment. Mais en fait, c'est vraiment pour ça que j'incite à associer le poids et la note d'état corporel qui va vous permettre vraiment d'objectiver aussi la répartition et de vous dire, bah voilà, oui, il fait le même poids, mais parce qu'il était maigre et qu'on l'a mis au pré pour qu'il reprenne un peu, ou parce que bah là, il est vraiment en forme, il est bien musclé, etc. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'associer ces 2 éléments-là. Donc maintenant qu'on a vu un peu ces principes, on va dire un peu théoriques, l'objectif c'est de dire, bah voilà, on va parler un petit peu des aliments, de la ration du cheval, etc. Alors les aliments, je pourrais vous en montrer des tonnes parce qu'il en existe plein. J'ai choisi là de vous présenter un peu les aliments, on va dire classiques, avec les grandes catégories. C'est-à-dire qu'on va avoir la catégorie, je vous en ai pas mal parlé, des fourrages. Dans les fourrages, on peut avoir du foin, on peut avoir de l'enrubané, on peut avoir là, on a de l'herbe, donc là qui est quelque chose de, on va dire un fourrage vivant dans le sens où il y a beaucoup d'eau. On peut avoir de la luzerne, qui est un type de fourrage qui peut être présenté comme ici sous forme de bouchon, qui peut être sous forme de fourrage, de foin, etc. Après, on va avoir les aliments concentrés qu'on va dire relativement simples. C'est-à-dire, l'exemple le plus parfait, c'est les céréales. Donc, les céréales, les 2 principales utilisées en alimentation équine, c'est l'orge et l'avoine. Et là, pareil, ces céréales peuvent se présenter un petit peu sous différentes formes, aplaties, floconnées, cuites, pas cuites, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'éléments qui vont jouer évidemment sur leur assimilation, l'apport aussi que vous avez avec les chevaux. Et puis, on va avoir un mélange, les mélanges qui existent, qui sont les aliments industriels, floconnés ou granulés. Et là, bah, c'est pareil, il va en exister des tonnes énormes, c'est-à-dire que généralement, c'est des mélanges un peu de fourrage, de fibres, des céréales et éventuellement d'autres coproduits qui peuvent être utilisés. Mais voilà, c'est des mélanges qui sont proposés aux chevaux où vous avez en lecture directe combien ça vous apporte d'énergie, de protéines, le gras, les minéraux, etc. Ce qui est intéressant à se dire, c'est qu'il n'existe pas un bon aliment. C'est-à-dire que l'aliment qui conviendra à un cheval qui fait de la balade une fois le week-end, ce ne sera pas l'aliment qui ira à une poulinière en fin de gestation, qui ne sera pas le même aliment qui conviendra à un cheval senior ou à un cheval qui tourne en 140, par exemple. Donc, c'est très difficile de dire cet aliment-là, il n'est pas bon ou cet aliment-là, il est bon, parce que c'est toujours pareil, tout dépend de l'utilisation. C'est-à-dire que j'ai eu des cas où on proposait l'utilisation d'aliments, par exemple, assez riches en sucre à des chevaux, mais parce qu'en fait, on en donnait des quantités vraiment infimes. Donc, ça suffisait largement. Et à l'inverse, un aliment qui était réputé très bien pour certains chevaux, mais en fait, qui ne leur allait pas parce que c'était pas adapté à leurs besoins. Donc, c'est pour ça que faut faire, c'est important d'éventuellement en échanger aussi avec votre vétérinaire pour vraiment adapter l'aliment le mieux possible aux besoins, on va dire, de votre cheval. Je vous l'ai dit, les fourrages, juste un petit zoom dessus, parce que tout à l'heure, j'ai dit, le cheval tire de l'énergie de ces fourrages-là, il sait comprendre pourquoi il tire de l'énergie, comment ça se fait qu'il y ait de l'énergie là-dedans, et comment ça se fait que nous, on ne mange pas du foin pour avoir de l'énergie. Donc, quand on parle de fourrage, quand on parle de fibres, les fibres, ça va être les glucides, donc tous les sucres que vous avez dans la paroi des cellules des végétaux. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les cellules des plantes, des végétaux, etc., sont entourées de ce qu'on appelle une paroi dans laquelle on trouve beaucoup de sucre. Et donc,
pour comprendre pourquoi le cheval tire de l'énergie de ces fourrages-là, vous avez le petit schéma qui est ici. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les fibres, c'est en fait des tuyaux dans lesquels il y a des tuyaux, dans lesquels il y a des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux. Et la plus petite entité qu'on a, qui est représentée ici avec les molécules, c'est des chaînes de glucose. Et le glucose, c'est un sucre, donc c'est de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qui fait que le cheval peut tirer profit de ces fourrages-là? C'est qu'il est capable, il a les enzymes, il a les molécules pour couper ces chaînes de glucose-là, et donc récupérer ce sucre et en faire de l'énergie. Pourquoi nous, on peut manger autant d'herbes qu'on veut, ça ne nous apportera pas d'énergie? Tout simplement parce qu'on n'a pas les molécules pour couper ces sucres et en tirer profit. Donc voilà un petit peu pourquoi dans les fourrages aussi, ça apporte de l'énergie. Il ne faut vraiment pas le négliger dans une ration parce que ça apporte de l'énergie, de la protéine, des minéraux, etc. Pas dans les mêmes quantités que les céréales, évidemment, mais quand même. Un dernier petit point sur les types d'aliments, sur ce qu'on appelle les CMV, donc les compléments minéraux et vitaminés. Alors, on entend parfois aussi parler d'AMV, aliments minéraux et vitaminés, donc qui en fait ont pour objectif de ne pas apporter d'énergie, pas de protéines. Leur rôle, c'est d'apporter des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments. Donc, qui permettent de couvrir les besoins en minéraux des chevaux et d'équilibrer, on dit toujours, les rations. Donc, je voulais juste faire un point là-dessus, c'est qu'il en existe sous plein de formes. Par exemple, chez nous, on a une forme granulée, vous pouvez en trouver en poudre, vous pouvez en trouver en forme de bonbons, et on en trouve aussi sous forme de blocs. Et là, on a un peu deux types de blocs. On va avoir celui où je l'ai mis que c'était correct, c'est-à-dire la pierre à sel, toute simple, toute bête, parce qu'il faut savoir que le sel, donc le chlorure de sodium, et notamment le sodium, c'est le seul minéral sur lequel le cheval est capable de s'équilibrer et de connaître ses besoins. Donc, quand il va être carencé, il va savoir qu'il va y aller. Donc, ces pierres à sel-là, en fait, sont laissées en libre service parce que le cheval va aller en chercher quand il en aura besoin. C'est pour ça que des chevaux qui n'ont pas, par exemple, de pierres à sel, on peut voir, ils lèchent des murs, ils mangent du bois, ils lèchent le sol, etc., à la recherche de ce sodium-là. Au-dessus, je vous présente les blocs minéraux. Alors, les blocs minéraux, c'est généralement un mélange de plein de minéraux. Il y a du sodium dedans, mais il y a aussi plein de minéraux. Sauf que le cheval ne se régulera pas là-dessus. Et que la particularité des minéraux, c'est que généralement, ce n'est pas très appétant. Donc, la plupart de ces blocs-là, pour les rendre appétants, on met énormément de sucre, énormément de mélasse dedans, ce qui fait que les chevaux vont le consommer de façon, on va dire, presque déraisonnée, et qu'on ne va pas couvrir les besoins. On va apporter un très gros apport en quelques jours, et le cheval ne stocke pas. C'est aussi la particularité des minéraux, et c'est pour ça que beaucoup de CMV ont dit c'est à donner tous les jours, parce que le cheval n'a pas la capacité de stocker. Donc il faut en apporter tous les jours, et pas une seule fois, en une seule fois. Donc voilà, c'était juste un petit point sur les blocs. C'est pas forcément l'idéal pour couvrir en tout cas les besoins en minéraux, vitamines et oligo-éléments. Donc voilà, ça on pourra en reparler un peu plus tard. Donc, on reprend un peu les grands principes entre la physiologie qu'on a vue, un peu ce qu'on a là de l'alimentation, c'est dire le fourrage, c'est la base de l'alimentation, c'est-à-dire 50% de la ration minimum et au moins 1,5 kg de foin par 100 kg de poids du cheval par jour. On essaye de limiter les quantités d'amidon, on peut en mettre, mais on essaye de ne pas en avoir trop par repas. J'en ai pas trop parlé, mais les protéines, c'est extrêmement important, les protéines en quantité et en qualité. Donc ça, les indicateurs que vous avez par exemple sur l'étiquette des aliments, pour la quantité, c'est la MADC, donc matière azotée digestible cheval. Donc c'est la quantité de protéines que vous avez dans votre aliment que le cheval va pouvoir digérer. Là, j'ai mis un petit attention aux protéines brutes parce que beaucoup d'aliments jouent sur, c'est un aliment avec 17% de protéines. Et en fait, quand on regarde, 17% de protéines, c'est 17% de protéines brutes. Et ce n'est pas forcément des protéines que le cheval va pouvoir digérer. Encore une fois, si on reprend l'exemple de l'herbe, vous avez des protéines dans l'herbe ou dans la luzerne, par exemple. Dans le foin de luzerne, vous avez beaucoup de protéines. Nous, on peut manger autant qu'on veut de foin de luzerne. On ne va pas être capable d'utiliser ces protéines parce que ce n'est pas des protéines que nous, on pourra assimiler. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce point-là. Et puis, la qualité de la protéine qui est importante. Et là, c'est plutôt l'indicateur avec la lysine. Donc, la lysine, c'est un acide aminé. Donc, l'acide aminé, on en rediscutera tout à l'heure en parlant des muscles. Mais les acides aminés, c'est en gros des petites perles qui vont permettre de construire un collier. Et ce collier de perles, ça va être la protéine. Et chez le cheval, la lysine, c'est
l'acide aminé le plus limitant. C'est-à-dire que si on n'a pas de lysine, le cheval ne va pas pouvoir construire de protéines. Donc c'est pour ça que c'est celui-là qui atteste de la qualité de la protéine pour le cheval. Et cet acide aminé limitant, il change aussi un petit peu en fonction des espèces, ce qui fait qu'en fait, on peut manger autant de luzerne qu'on veut, on ne pourra pas produire assez de protéines avec. Le sucre, donc évidemment on parle de l'amidon, mais le taux de sucre global de la ration est à surveiller. Alors encore une fois, ça c'est des choses dont on peut parler pendant longtemps, mais si c'est par exemple l'alimentation d'un cheval senior, évidemment le taux de sucre, si ça permet qu'il mange, on peut se dire j'augmente un petit peu le taux de sucre parce que ça va être appétant, il va bien le manger. À l'inverse, c'est dire j'ai un jeune cheval, je vais essayer de surveiller ce taux de sucre-là pour pas avoir une alimentation très sucrée tout au long de sa vie. L'équilibre minéral, ce que je vous disais, les besoins journaliers, et puis évidemment que le cheval ait de l'eau à volonté, parce que l'eau est essentielle à la digestion, mais au bon fonctionnement et à la bonne santé du cheval. Un dernier point un petit peu sur les aliments, parce qu'on a parlé des types d'aliments, mais on n'a pas parlé trop des dosages. J'ai pris l'exemple ici, alors avec un petit peu deux aliments, j'ai pris 2 aliments industriels quelconque, un aliment A, un aliment B. Ce qui est juste intéressant, c'est de se dire qu'il y a cette notion de volume et de poids qui rentre vraiment en compte. C'est-à-dire que généralement, avec les chevaux, quand on les nourrit, on utilise des mesures de 2 litres ou d'1 litre, mais des mesures un peu standards, et on a tendance à raisonner avec ça. Sauf que le poids et le volume sont différents. C'est-à-dire que là, je vous ai mis l'exemple, donc on a de l'orge aplatie, de l'avoine, nos aliments et des bouchons de luzerne. Et donc, je vous ai mis le poids pour 2 litres. Le poids en kilos pour 2 litres. Et donc, vous voyez que déjà, avec 2 litres, on n'apporte pas la même quantité d'aliments. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais apporter pour mon aliment B, qui est un aliment floconné, que 800 grammes pour 2 litres, alors qu'avec mon aliment A, je vais apporter 1,32 kg. Donc, si par exemple, on a un aliment qui a, on veut dire, la même valeur, par exemple, énergétique, rien que là, s'il y en a un, j'apporte 1,32 kg et l'autre, j'en apporte que 0,8 kg, ils ont beau avoir le même apport énergétique au kilo, mais on ne va pas apporter avec 2 litres la même chose. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail sur le tableau, mais que c'est important de parfois revenir peut-être au kilo ou au moins de se dire on a ça. Et mon deuxième point, c'est pareil, une mesure de 2 litres, généralement c'est une mesure rase. Et entre une mesure que vous allez, entre guillemets, un peu sous-doser ou à l'inverse, une mesure qui va être très bombée, on ne va pas apporter la même quantité au cheval. Et là, il y a 2 choses. C'est de 1, la ration qu'on va avoir estimée pour son cheval, le cheval va manger plus ou va manger moins. Et puis financièrement, c'est-à-dire que donner tout pile 2 litres, donc par exemple sur de l'avoine, donner tout pile 1 kg ou donner 1,2 kg par exemple au moment de mon repas, évidemment, ça va pas du tout être la même chose, et économiquement, ça change beaucoup. À titre d'exemple, en école, on avait fait le test avec un aliment industriel où on bombait complètement, ou alors on n'en mettait pas beaucoup. On allait jusqu'à 30 € par mois par cheval de différence de prix. Donc imaginez dans une écurie où il y a 20, 30, 40 chevaux, ça fait une très grosse différence de prix. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette notion poids volume et poids. Donc finalement, quand on va réfléchir à faire une ration pour son cheval, avec un peu ce qu'on s'est dit, la physiologie, les grands principes, la base de notre ration, ça va être du foin et de l'herbe. On a certaines catégories de chevaux, les poulinières en tout début de gestation, les poneys qui ne travaillent pas, les chevaux qui ont une activité assez réduite. Un bon foin ou une herbe de bonne qualité peuvent suffire à couvrir leurs besoins en énergie et en protéines. On peut ensuite apporter du concentré, du grain, si jamais on ne couvre pas l'énergie et les protéines, parce que pour X ou Y raison, parce que le fourrage ne couvre pas, par exemple un cheval qui a une intensité de travail un peu plus importante. Et en dernier, on peut avoir recours du coup à l'utilisation de ces compléments minéraux et vitaminés. Et là, c'est dans le cas où on a plutôt une carence en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Et en fait, ce qui est parfois fait aujourd'hui, c'est dire on va mettre par exemple de l'aliment industriel pour aller couvrir l'énergie, les protéines et aussi les minéraux. Sauf que généralement, en voulant couvrir les minéraux, on va mettre plus d'énergie et de protéines que le cheval en a besoin. Donc voilà, c'est de se dire, il y a un peu tous ces outils-là, et parfois des chevaux vont être par exemple au foin, et l'apport d'un CMV peut être utile pour couvrir les minéraux parce que ce cheval n'a pas de grain, par exemple.
Donc voilà un petit peu pourquoi et comment on réfléchit une ration. Mais vraiment, j'insiste, la base et la première chose qu'on doit prendre en compte dans l'alimentation de son cheval, c'est ce fourrage, parce que c'est ce qui fait que son système digestif va bien fonctionner. Mentalement, pour lui, il est fait pour manger toute la journée en petite quantité, etc. Donc voilà, c'est pour ça que le fourrage, on insiste autant dessus, parce que vraiment, c'est une base alimentaire. Et puis la dernière partie, parce que peut-être que vous êtes concerné par ça, c'est de se dire, quand on a un cheval qui est dans une écurie, on ne maîtrise pas forcément l'alimentation. Alors on peut éventuellement dire, ah bah oui, là je trouve qu'il a un peu grossi, ou en plein hiver, ou là il est super chaud, on va réduire un peu sa ration parce que là je le tiens plus, ou à l'inverse, ah bah il a perdu de l'état. Alors c'est toujours pareil, il a perdu de l'état. On va le voir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a perdu de l'état juste parce que j'ai augmenté le travail et qu'il n'a pas assez mangé? Ou est-ce qu'il y a une problématique derrière, hein? Donc c'est pour ça que le dialogue avec le vétérinaire est aussi extrêmement important pour le suivi du cheval. Mais voilà, quand on est dans une structure, on va dire, privée, on n'a pas forcément la possibilité de dire « Ah bah oui, mais alors j'aimerais bien que mon cheval, il ait cet aliment-là, que sa ration, elle soit comme ça, que le foin, bah, il en ait à volonté ou alors vraiment très souvent par jour, etc. » Donc en fait, c'est un peu partir du principe de quand vous avez fait tout ce que vous pouviez, le mieux, il arrive que le cheval, il ait des petits inconforts au quotidien qui peuvent être plus ou moins directement liés à l'alimentation. Donc l'objectif là, c'est de se dire comment on peut essayer de limiter ces petits inconforts-là, quels outils vous avez à votre disposition. Donc, par exemple, évidemment, directement lié à l'alimentation, c'est la digestion du cheval. Donc, je vous l'ai dit, au naturel, le cheval, il est fait pour manger, enfin, il mange du fourrage 16 heures par jour, c'est-à-dire quasiment tout le temps, et globalement, au travail, au naturel, on va dire des chevaux qui vivent au pré, parce que les chevaux au naturel, on en a, on va dire, de moins en moins aussi, mais globalement, c'est des chevaux qui travaillent pas trop, donc qui généralement sont pas trop stressés, ont moins de sources de stress, en tout cas, que des chevaux au travail. À l'inverse, aujourd'hui, on a beaucoup de chevaux, que ce soit des chevaux de sport ou des chevaux de loisirs. On va avoir tendance à réduire un peu leur temps passé à manger, c'est-à-dire que ils seront peut-être pas au pré tout le temps, ils vont être un peu au box, donc on va limiter peut-être leur accès au fourrage, et par souci de facilité, parce qu'on n'a pas beaucoup de main d'œuvre, parce que ça va aussi plus vite, ça coûte parfois pour certains moins cher, on va mettre une alimentation qui est assez riche en concentré, et le cheval va travailler, faire de la compétition, et tout ça va être source de stress pour lui. Et en fait, tous ces éléments-là vont pouvoir conduire à des problématiques digestives un peu de différents ordres. Donc, on va par exemple avoir au niveau de l'estomac les ulcères gastriques, donc qui sont de l'érosion de la paroi de l'estomac. Si on caricature, c'est des trous dans la paroi de l'estomac qui, du coup, entraînent des problématiques chez le cheval. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de limiter le risque de ces ulcères-là ? Alors, c'est lié un petit peu aux causes de ces ulcères. Donc, ça va être, on essaye d'éviter les situations stressantes ou au moins de les limiter. Parce que bien sûr, un cheval qui va en compétition, un cheval de concours, si on vous dit, vous sortez plus en concours, bon, d'accord, ça résout un problème, mais c'est pas l'objectif que vous aviez. Donc, c'est de se dire, quand je sors en concours, j'essaye, par exemple, de lui apporter du fourrage pour qu'il soit occupé, pour qu'il n'y ait pas trop d'acidité dans son estomac. C'est de se dire, j'essaye de ne pas faire des transports trop longs quand c'est possible. On essaye aussi d'éviter les périodes de jeûne trop longues. Je pense par exemple à la nuit. Des chevaux qui vont manger, qui vont pas manger de la nuit, on va pouvoir produire de l'acide. Et si c'est dans une écurie, que le cheval est par exemple au box, très souvent, premier repas le matin, c'est du concentré, donc acidification massive. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est dire, on installe par exemple un filet à foin pour la nuit, avec des petites mailles pour que le cheval prenne plus de temps à manger. C'est éventuellement mettre le repas de foin en premier le matin. Voilà, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Adapter le travail, donc l'intensité du travail pour limiter le stress, mais aussi le travail en fonction des repas. C'est-à-dire, on essaye d'éviter de travailler juste après un repas de granulés, par exemple, parce que sinon, on va secouer tout cet acide et là, ça va asperger tout l'estomac et donc on prend le risque d'avoir de l'acidification massive. Et puis, je vous l'ai dit, beaucoup de fourrage, parce que le fourrage, c'est ce qui va prendre soin, notamment de l'estomac, production importante de salive, effet tampon au niveau de l'estomac, donc l'élimination de cette acidité-là.
Les coliques, donc deuxième, on va dire, trouble digestif, et on va dire même premier trouble digestif chez le cheval, c'est la première cause de mortalité chez les chevaux, donc on essaye de les éviter au maximum. Donc encore une fois, le stress peut jouer sur les coliques, donc on essaye d'éviter les situations stressantes. On essaye de travailler sur la qualité du fourrage qu'on donne au cheval, on essaie de limiter plutôt la paille et plutôt un foin de bonne qualité. On évite les concentrés qui sont très riches en amidon ou les très gros repas de concentrés. On peut refaire tout le film qu'on a fait tout à l'heure, mais voilà. Et puis, au besoin, porter un support pour la flore intestinale. Donc, le support, ça peut être déjà du fourrage, plus de fourrage si possible. Puis, on va le voir, ça peut être l'apport de certains compléments alimentaires qui peuvent aider. Et puis, le dernier trouble digestif, on va dire un petit peu classique qu'on a chez le cheval, c'est les diarrhées. Donc ça, on peut avoir pareil plusieurs causes. Dans les bonnes pratiques pour essayer de limiter les diarrhées, c'est d'essayer d'avoir une utilisation raisonnée ou en tout cas un vrai suivi avec votre vétérinaire de l'utilisation des vermifuges. Et en fait, on en revient, on couple un peu avec tout ce qu'on a, mais les vermifuges, c'est lié aussi au poids du cheval. Donc, avoir une connaissance du poids de son cheval, on va utiliser la bonne dose et du coup, on ne prend pas le risque de sous-doser ou de surdoser, donc de créer éventuellement des résistances, des choses comme ça. Faut en discuter avec votre vétérinaire, mais vous avez la possibilité de faire des coproscopies pour se dire, est-ce que mon cheval est très infesté ou pas, pour pouvoir, se dire, ok, là, il faut vermifuger, ou peut-être qu'en fait, c'est pas la saison où il faut que je vermifuge, je referai une coproscopie et je vermifugerai un peu plus tard. Et puis, dans les cas des diarrhées, on va le voir aussi, mais l'utilisation de certains compléments alimentaires peut aider dans des situations comme cela. Donc, rapidement, pour un peu les grands compléments alimentaires que vous pouvez avoir et retrouver pour soutenir la digestion globale. Donc, chez Haute-Var, vous en allez avoir 2 pour cibler un peu deux éléments, c'est-à-dire Equigard plus qui va être là support vraiment de l'estomac, avec un support global, c'est-à-dire qu'on va jouer un petit peu sur toutes les affections qui peuvent conduire à de l'inconfort gastrique. Je vous le dis, le principal ennemi, c'est l'acidité. Donc en fait, l'objectif, c'est de se dire, on va protéger la paroi de l'estomac. Donc on va avoir un complexe, qui est le Pectigard complexe, qui va faire un gel protecteur sur la paroi de l'estomac pour essayer d'éviter que l'acide pose problème. On va avoir de l'hydroxyde de magnésium, des éléments qui vont jouer sur baisser la quantité d'acide qu'on a. Donc, on essaie de faire que l'estomac soit un peu moins acide. Et puis, on joue aussi avec des probiotiques parce que ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que si c'est acide au niveau de l'estomac, on va être acide un peu partout et potentiellement notre flore intestinale à la fin, elle va se retrouver perturbée. Donc, en apportant des probiotiques comme les Saccharomyces cerevisiae, ça va participer à soutenir cette flore-là en cas d'acidification ou de se dire on va soutenir la flore si jamais elle a été un petit peu perturbée parce qu'on a eu de l'acidité gastrique, un inconfort ou des ulcères ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des compléments et tous ceux dont on parle et l'utilisation des compléments en général, vous pouvez aussi les utiliser plus ponctuellement, de dire, par exemple, on parlait tout à l'heure du cas de la compétition, source de stress, etc. Je sais que je vais faire, par exemple, un championnat, ça va être changement d'environnement pour mon cheval, beaucoup de monde, des épreuves, etc. Je vais changer un peu son rythme. Ça peut être se dire, je vais mettre ça en prévention parce qu'en plus, ça va pas forcément être mon foin, donc je vais avoir une petite transition alimentaire à faire. Donc, dans le doute, je vais soutenir l'estomac sur cette période-là pour aider mon cheval à bien passer cette période-là. Et deuxième type un peu de complément, ça va être plutôt le soutien de notre flore intestinale, je vous l'ai dit, qui est extrêmement importante. Et en fait, là, on a 2 façons de soutenir, et c'est des choses dont vous avez sans doute déjà entendu parler avec les pro et les prébiotiques. Alors, comment on les explique, les différencier? Le probiotique, c'est, je vous l'ai dit, Saccharomyces cerevisiae pour le nom scientifique, c'est des levures qu'on va apporter, on va, ce qu'on appelle réensemencer la flore. Donc, c'est dire, si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec les cocotiers, c'est dire, si j'ai des espèces qui ont disparu, je vais rapporter ces espèces-là pour que toutes les espèces soient bien. Et les prébiotiques, c'est dire, donc ça, par exemple, on a les FOS, donc fructo-oligosaccharides, c'est du sucre. Donc, en fait, je vais donner à manger à ma flore pour qu'elle grandisse et pour qu'elle soit bien. Et j'attire juste votre attention sur, on voit parfois un peu les 2 noms, si les probiotiques peuvent être, on peut les mettre tout seul dans un complément sans que ça pose trop de soucis parce qu'on réensème juste la flore. Il faut éviter de donner des prébiotiques tout seul parce que je vous l'ai dit, c'est de l'alimentation, c'est de la nourriture pour les bactéries. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand la flore intestinale est perturbée,
entre guillemets, on baisse le niveau de bonnes bactéries, on augmente le niveau des mauvaises. Si vous donnez à manger aux mauvaises bactéries, elles n'ont aucune raison de diminuer leur quantité et elles vont bien s'installer et créer d'autres problématiques. Donc, c'est ou probiotique tout seul, ou comme dans le cas ici avec Boyisac Ultra, de dire on associe les deux pour dire non seulement je remets des bactéries s'il m'en manquait, mais en plus je leur donne à manger pour qu'elles soient le plus en forme possible. Donc, vous voyez, sur la digestion, vous pouvez jouer un petit peu sur deux volets. Et là, quand est-ce qu'on utilise des des prébiotiques? Ça peut être vous dire tout ce qui peut entraîner une perturbation de la flore. Donc, je vous dis, par exemple, de l'inconfort gastrique, du stress, c'est certains traitements. Donc, le vermifuge peut conduire à une petite perturbation de la flore. Ça peut être un changement d'environnement. On change le cheval d'environnement ou d'alimentation. Faut le temps que la flore s'adapte. Donc, ça peut aussi être des éléments qui peuvent servir, on va dire, pour soutenir dans ces moments-là. Voilà un petit peu pour, on va dire, ce qui est vraiment presque directement lié à l'alimentation. Ensuite, si on regarde un petit peu, qu'on s'éloigne un peu directement lié à l'alimentation, il va y avoir tout le côté muscle. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec cette notion de protéines en quantité et en qualité. Donc, en fait, je réexplique ça ici. Donc, vous avez les muscles du cheval qui sont, vous en avez différents types. On ne va pas reprendre tout ce qu'on a dans les livres de galop, ce qu'on a pu apprendre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire ces muscles, ils sont constitués de protéines. Vous avez le schéma de ce que c'est qu'une protéine, c'est plein d'assemblages qui forment une formation, on va dire, 3D dans l'espace. Et ces protéines, l'unité de base d'une protéine, je vous l'ai dit, la protéine collier de perles, c'est les acides aminés. Et les acides aminés, on en a deux types, les non limitants, que le cheval produit et dont on n'a pas besoin forcément de lui amener. Et les acides aminés dits limitants, c'est ceux qui doivent être apportés par l'alimentation. Et je vous l'ai dit, le plus important chez le cheval, ça va être la lysine. Et donc, il arrive que pour soutenir les muscles du cheval, on ait besoin d'apporter ces éléments-là. Et donc là, je passe rapidement, mais je vous l'ai dit, il arrive que on a un cheval qui est par exemple un peu de mal à se muscler, mais lui apporter un aliment, ça va par exemple être un peu compliqué parce que si je veux apporter un peu plus de protéines, généralement, il y a de l'énergie qui vient avec. Et peut-être que mon cheval n'a pas besoin de plus d'énergie. Donc, c'est là où des compléments, comme on a ici avec le Myostem Mass, peuvent être intéressants. C'est où on apporte spécifiquement de l'acide aminé. Donc, en fait, juste l'élément de base pour constituer la protéine, pour dire, j'apporte pas plus d'énergie à mon cheval, par contre, je lui apporte les éléments pour qu'il fasse du muscle. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour un cheval qui était par exemple en convalescence, qui reprend le travail, ou en pleine période, pareil, de concours, pour dire, je lui apporte pour qu'il se muscle bien, et pour, l'effort musculaire, forcément, implique que c'est des chevaux où les muscles vont beaucoup travailler. Et ça peut aussi être intéressant dans le cas, par exemple, de chevaux plutôt âgés. On sait que le cheval âgé a tendance à plutôt se démuscler. Alors, on ne va pas essayer de remuscler le cheval parce que, évidemment, c'est un petit peu comme chez nous, quand on prend de la protéine. Il faut faire du sport avec pour que ça aide à faire du muscle. Mais par contre, ça peut être intéressant d'apporter de l'acide aminé pour essayer de limiter la fonte musculaire. Parce que généralement, le cheval senior, il vit plutôt au pré. Et donc, en fait, en marchant, il va, on va dire, conserver éventuellement sa musculature. Et donc, l'apport d'acide aminé peut être intéressant pour essayer de limiter, par exemple, sa fonte musculaire. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais parler, parce que ce n'est pas lié forcément directement, le lien avec l'alimentation se fait peut-être pas directement, mais en fait, vous allez voir que c'est complètement lié avec ce dont on a parlé ce soir. C'est la locomotion du cheval. Alors, je reprends la définition de la locomotion, c'est la capacité d'un être vivant à se déplacer. Pour un cheval, ça veut dire qu'il peut marcher au pas, au trot, au galop, et qu'il est même capable de reculer. On a différents aspects qui permettent de juger, on va dire, de la locomotion. C'est l'équilibre du cheval, c'est son amplitude, son élasticité, etc. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, une mauvaise locomotion, ça va avoir évidemment des impacts sur le cheval. Et en fait, vous allez voir qu'on ouvre un petit peu plus. C'est pas juste le cheval qui marche bien et dans le sens, le cheval, par exemple, boiteux. C'est en fait, la locomotion, c'est très large. C'est-à-dire qu'une mauvaise locomotion, au quotidien, ça va apporter de l'inconfort, de la douleur au cheval, qui va potentiellement moins bien bouger. Alors, l'exemple le plus facile, c'est l'arthrose avec un vieux cheval. C'est-à-dire qu'un vieux cheval qui a de l'arthrose, il va moins bien bouger. Du coup, s'il est au pré, il va peut-être avoir du mal à manger, il va avoir du mal à aller boire, ce qui peut entraîner des problèmes de déshydratation, des coliques, des ulcères, etc. Et en même temps, comme nous, si on ne bouge pas, fondre de la masse musculaire.
donc ces problématiques-là. Et cette fonte de la masse musculaire-là, elle est d'autant plus, alors je ne sais pas si c'est plus catastrophique, mais elle est d'autant plus marquée si on a un cheval qui est au travail. C'est-à-dire qu'un cheval qui est au travail, et quand je dis au travail, je parle des chevaux de concours bien sûr, mais les chevaux, on va dire, de loisirs avec lesquels on fait juste un peu de balade, etc., ça peut conduire la mauvaise locomotion à des problèmes de pied, ou des problèmes de pied peuvent conduire à des problèmes de locomotion. Le cheval va éventuellement compenser, comme nous. Quand on marche mal, on va compenser dans le dos, dans nos attitudes, etc. Et donc tout ça, lié en plus à une éventuelle fonte de la masse musculaire, c'est on augmente le risque de blessure au niveau des articulations, au niveau des tendons, etc. Et éventuellement des baisses de performance ou, entre guillemets, des incapacités tout simplement à travailler pour le cheval. Donc, rapidement, comment la locomotion, elle se détériore. Il y a plein de façons pour que la locomotion se détériore. Je pense que celle à laquelle vous avez peut-être pensé tout de suite, c'est l'arthrose. Donc, très rapidement, on a un schéma. Qu'est-ce qui se passe? L'arthrose, c'est en fait l'articulation qui va s'abîmer, ce qui est, entre guillemets, normal. Hein. Chez l'homme, c'est pareil. Plus on vieillit, plus on a de l'arthrose, parce qu'en fait, cette articulation va s'abîmer. Donc, très rapidement, l'articulation, elle est composée, là on a mis 2 os, on peut avoir plus, mais 2 os qui se font face à face, et entre ces os, on a une couche de cartilage qui les ressort, et puis qui baigne dans du liquide synovial. Qu'est-ce qui se passe avec l'âge, avec les contraintes, etc. Progressivement, ce cartilage va s'abîmer, jusqu'à parfois même disparaître. Ça va abîmer éventuellement l'os. On va avoir ce qu'on appelle du remodelage osseux, c'est-à-dire l'os va se reconstruire un peu, se détruire à d'autres endroits, ce qui va faire que l'articulation fonctionne moins bien. C'est l'image un peu des roues crantées. Il y a des crans qui sont plus bien ou qui s'emboîtent plus très bien. Et tout ça, en plus, ça va s'auto-entraîner, c'est-à-dire que plus l'articulation va s'abîmer, plus elle va s'auto-abîmer, s'inflammer, etc. Donc, c'est vraiment la principale, on va dire, cause de dégradation de la locomotion, mais on en a plein d'autres, c'est-à-dire que c'est des problématiques au niveau des tendons, c'est des problématiques au niveau des pieds, je voulais dire, et dans les pieds, pas de pied, pas de cheval, mais en fait, il y a plein de problématiques sur les pieds, des fourbures, des scènes, la corne abîmée, les fourchettes pourries. Et puis après, on a plein d'autres causes. Et là, c'est pareil, on peut faire un parallèle avec nous. C'est une alimentation qui est inadaptée, qui va conduire, par exemple, à des troubles digestifs. Forcément, quand on a mal au ventre, on va éventuellement moins bien marcher parce que ou on va compenser, ou on va être un peu plié sur nous-mêmes. Si on respire mal, si le cheval respire mal, il va pas pouvoir faire un effort aussi intense et donc éventuellement il va pas bien bouger. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'on parle de locomotion, en fait c'est un sujet qui est vraiment très vaste et qui regroupe un peu différents éléments. Donc comment on peut améliorer la locomotion de son cheval, ou en tout cas la protéger? Évidemment, c'est adapter le travail à la condition de son cheval et à son âge, à son environnement aussi, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'en plein hiver, quand le sol est gelé, on essaye d'éviter de travailler trop longtemps. C'est de se dire, je vous l'ai dit, les pieds, extrêmement importants, avoir un maréchal ou un pareur qui vient régulièrement pour vérifier les pieds du cheval, les entretenir et corriger éventuellement des défauts d'aplomb. Le lien direct avec l'alimentation, c'est une ration adaptée pour éviter le surpoids, parce que ça, on n'y pense pas assez, hein, mais le surpoids, un cheval qui va être trop gros, ça va appuyer notamment sur les articulations, et plus les articulations vont s'abîmer, vont recevoir du poids, plus ça va s'abîmer, et c'est d'autant plus vrai, par exemple, chez le cheval senior, où s'il a déjà beaucoup d'arthrose, qu'il est entre guillemets trop gros, on va avoir des problématiques. C'est un équipement adapté, la selle, le filet, voilà, tout ce que vous utilisez. Surveillance, évidemment, sur le sol sur lequel vous travaillez, je vous le disais, pas trop dur, parce que trop dur, on va sursolliciter les articulations, mais à l'inverse, pas trop profond non plus, parce qu'un sol trop profond, c'est plutôt les tendons qui vont tendance à être très utilisés. Et puis, on va passer assez rapidement dessus, on pourra y revenir sur les questions. C'est un peu des compléments alimentaires qui peuvent être utilisés ponctuellement en fonction de vos besoins. Et là, vous avez un peu différents types de protection. On va dire qu'on a la protection globale très articulaire, avec du chondroprotecteur comme Equiflex Arthro Evo. Et là, c'est se dire, en fait, on va protéger l'articulation pour essayer qu'elle se dégrade le moins possible, ou du moins le moins vite possible, et essayer d'éviter d'avoir des douleurs. Donc, c'est garder vraiment une bonne souplesse pour le cheval, limiter les raideurs sur toute une saison, voilà, de garder un cheval
souple et plutôt en forme. Et voilà, la particularité ici, c'est qu'on prend vraiment en charge ces 3 éléments dont je vous ai parlé de l'articulation, que sont le cartilage, le liquide synovial et puis l'os en lui-même. Ça, c'est, on va dire, la grosse protection articulaire. Et après, on va plutôt avoir des éléments, on va dire plutôt, j'irais jusqu'à peut-être pas anti-inflammatoire, mais voilà, vraiment plutôt pour limiter les raideurs, les douleurs, etc. Et là, 2 options. Plus option, on va dire récupération avec quelque chose de très axé sur un effet antioxydant avec par exemple des éléments comme le saule blanc, la Boswellia serrata, etc. Et là, c'est plus pour dire, par exemple, je fais une grosse séance ce soir, je saute avec mon cheval, c'est une grosse séance, pour éviter que demain il soit trop courbaturé, et du coup, courbature, éventuellement compensation ou mauvaise locomotion, je vais essayer de lui mettre justement ces effets antioxydants pour optimiser sa récupération et que le lendemain, il marche bien. Alors ça s'associe évidemment à bien marcher en fin de séance, des détentes qui vont bien, hein. Ça marche pas tout seul, c'est une enveloppe globale, mais entre guillemets, ça participe à la récupération globale de votre cheval. Et puis après, on a l'effet vraiment très sur la douleur, on va dire. Et là, je pense plutôt à des chevaux seniors ou des chevaux qui ont des pathologies, par exemple de la fourbure, qui sont relativement douloureuses au niveau des pieds. Et là, c'est par exemple comme l'arpagile, l'arpagophytum que vous devez connaître, ou griffe du diable. Et là, c'est vraiment... on axe sur éviter les raideurs. Et par exemple, pour un cheval âgé, c'est dire, si je soulage un peu et que le cheval est moins raide, il va pouvoir remarcher et être un petit peu plus confortable. Et je vous l'ai dit, hein, c'est un cercle vicieux, et on le voit nous, moins on bouge, plus ça fait mal, moins on bouge, et c'est un cercle qui rentre là-dessus. Donc chez le cheval âgé, c'est vraiment super, par exemple en hiver, quand il fait un peu froid, très humide, ça aide à ce que le vieux cheval soit un peu plus à l'aise et puisse continuer à bien bouger. Donc voilà, j'ai terminé ici. Je pense qu'on peut passer si vous avez des questions. Et puis voilà, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous aurez un retour avec les réponses dans tous les cas à ces questions-là. Alors, je vois qu'il y a une question. Ah, non, c'était pour dire qu'on voyait bien. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a une question. Alors, comment éviter la fourbure chez un poney qui est au pré sans beaucoup de travail ? Alors, c'est un vaste sujet, c'est pas forcément toujours évident de répondre. Alors, mon premier conseil, c'est le suivi aussi vétérinaire qui va être important. Et alors, il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont intéressants, c'est de se dire, un poney qui vit au pré, alors je vais caricaturer, ne le prenez pas mal. Généralement, les poneys ont, on va dire, une tendance à l'embonpoint un peu plus importante que les chevaux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est des races dites rustiques. Et qu'est-ce que ça veut dire rustique ? C'est qu'ils vivaient dans des environnements, on va dire, assez hostiles, où en fait, ils étaient plus ou moins obligés de sucer du caillou pour essayer de prendre. Donc c'est pour ça qu'un poney qui regarde de l'herbe va grossir. Donc pour éviter la fourbure chez un poney qui est au pré, malheureusement, l'une des solutions, c'est de se dire, on essaye dans les périodes où, en tout cas, l'herbe est la plus riche, c'est-à-dire au printemps et même là maintenant à l'automne, c'est-à-dire que quand l'herbe pousse beaucoup, est assez riche en sucre notamment, qui peut conduire à ces fourbures-là, c'est essayer de limiter cet accès à l'herbe. Alors je sais que c'est extrêmement compliqué, il y a plusieurs possibilités, la plus drastique, on va dire que c'est le panier, mais alors c'est pareil, les poneys c'est des petits malins, donc on sait que le panier, ça arrive à se l'enlever, que sur le long terme, le panier, ça peut faire que ça blesse, et puis on n'a pas forcément envie de mettre un panier à son cheval, donc c'est pas forcément évident. Il y a la possibilité, quand c'est possible, de réduire l'accès à l'herbe, donc de dire, si on est dans un pré, avoir une plus petite surface où le cheval pâture. Donc ça peut être plusieurs options. Ça peut être dire ponctuellement, par exemple au plein printemps, quand l'herbe est très riche, on surpâture un tout petit peu pendant quelques temps pour dire il mange entre guillemets un peu moins de cette herbe riche, et on va dire on stresse un peu l'herbe pour qu'elle soit un peu moins riche.
Et après, ça peut être aussi sur un suivi, et c'est là où je vous parlais tout à l'heure de poids, de notes d'état corporel, etc. C'est de se dire, sur l'année, essayer d'équilibrer. C'est-à-dire, par exemple, si je sais que j'ai une herbe qui est très riche au printemps, quand j'ai un poney qui va avoir tendance à grossir un peu, c'est de se dire, bah, en hiver, on va essayer qu'il perde un peu. Alors, c'est dans une certaine mesure évidemment, mais c'est de se dire, on va accepter par exemple qu'un cheval sorte de l'hiver avec une note d'état corporel, par exemple de 2 ou un tout petit peu moins, si on sait que par exemple au printemps il va reprendre. Donc c'est là aussi où sur le long terme vous pouvez essayer de gérer, c'est de se dire peut-être, alors je sais pas s'il mange par exemple l'hiver, mais de dire lui donner un petit peu moins à manger. Et dans les cas où ils ont tendance à faire de la fourbure, privilégier dans tous les cas plutôt le foin à l'herbe, parce que l'herbe est généralement plus riche, notamment en sucre, etc. Donc le foin a l'avantage d'être moins riche pour ces cas-là, en tout cas. Et après, s'il y a d'autres questions, je répondrai, mais là je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur cette notion de sans beaucoup de travail, c'est se dire, en fait, toutes les sorties que vous pourrez faire, c'est se dire, même aller marcher au pas, c'est déjà une bonne activité qui peut les aider. Et je reviens aussi sur dire, voilà, plutôt du foin à l'herbe. Vous avez également la possibilité même d'aller un petit peu plus loin, on va dire, de tremper ce foin. On entend souvent parler. C'est-à-dire qu'on fait tremper pendant presque une demi-journée le foin. Et en fait, comme ça, le foin va aussi se décharger aussi un peu de tous les sucres, etc. Donc, ce qui peut permettre d'aider à ce niveau-là. Là, c'est bon. Et alors, j'ai vu, donc j'ai un poney au pré, là, je parcelle, mais il est encore un peu gros. Est-ce qu'il faut que je retire le foin? Alors, s'il a de l'herbe, même de l'herbe relativement rase, parce qu'encore une fois, le poney est vraiment capable, même si on a l'impression que c'est comment dire, qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe ou qu'elle n'est pas très jolie, les poneys, ils sont vraiment capables d'assimiler une herbe pas très belle ou un foin pas très belle. Donc, mon conseil, si vous le trouvez un peu gros, c'est d'éviter d'avoir foin et herbe. Alors après, c'est pareil, vous allez me dire, oui, mais si je le laisse trop longtemps sur l'herbe, je vais plus du tout avoir d'herbe et du coup, on abîme la parcelle. Donc, c'est évidemment jouer avec les deux. Mais on va dire que dans la mesure du possible, quand ils sont un peu gros, essayez de pas trop mettre foin et herbe s'ils ont de la disponibilité d'herbe à ce niveau-là. Et c'est pareil. Alors, c'est toujours pareil. C'est on va dire des astuces qui sont pas toujours facile à mettre en place, mais dans le foin, essayer d'avoir un foin le moins riche possible, ce qui n'est pas toujours évident parce que généralement, un foin moins riche va généralement de pair avec un foin de pas bonne qualité et notamment avec beaucoup de poussière, par exemple, et ce qui peut entraîner d'autres problématiques respiratoires, donc c'est pas non plus ce qu'on cherche. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai pas loupé d'autres questions. Hop. Merci beaucoup, Cécile. On voit qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. En tout cas, merci. C'était vraiment complet, c'était riche. Merci pour tous ces précieux conseils. En tout cas, pour tous ceux qui ont posé la question, oui, vous allez pouvoir revoir le replay sans problème. Vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail. Encore un grand merci. Je vérifie, non, c'est des remerciements, ce n'est pas d'autres questions. Merci à vous. Merci, c'était vraiment très riche, c'était vraiment super. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette conférence. Merci pour votre confiance et puis à une prochaine fois pour un prochain sujet. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.